Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Leitmotiv. Merci de nous suivre via les réseaux sociaux et de nous envoyer vos messages chaque semaine. Nous recevons aujourd'hui un acteur de la mode ivoirienne. C'est un styliste qui a su se démarquer des autres en bravant les échecs et les difficultés afin de réaliser son rêve. Leitmotiv avec Roger Bango, c'est juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut Roger, merci d'avoir accepté notre invitation malgré ton planning chargé. Tout le plaisir est pour moi. Écoutez, il y a longtemps qu'on attendait de participer à cette émission qui est pour moi l'une des meilleures émissions de la RTI. Parce que j'estime que nous devons toujours motiver nos plus jeunes et leur montrer toujours une voie à suivre. Et je pense que c'est pour moi, sérieusement, c'est l'une des meilleures émissions de la RTI. Merci. Donc tout le plaisir est pour moi. Merci, en tout cas, tout le plaisir est aussi pour nous. Alors, présente-toi à nos téléspectateurs et internautes, raconte-nous un peu ton enfance. Oh, en tout cas, j'étais un enfant très canaille. J'espère. Très canaille. Et ma mère, père son âme, me disait toujours que je devais soit être médecin ou être mécanicien parce qu'elle estimait que c'est les chirurgiens qui pourraient être en tout cas aussi canailles que moi. Sinon, je suis Roger Bango. Je suis du centre de la Côte d'Ivoire, je suis de 72. Je suis né au 220 logements à Djamé. Alors, raconte-nous donc ton enfance, l'école. Bon, à l'école, j'étais quand même, on va dire, quelqu'un de très moyen. De très moyen parce que je suis quelqu'un qui a toujours été créatif. Et mon père me disait chaque fois, il m'écriait dessus parce qu'il voulait que je sois premier. Aujourd'hui, en tout cas, avec ce qu'on a eu comme enseignement, tous les bouquins qu'on a lus, on a compris que le cerveau n'était pas forcément pour retenir, mais c'était pour créer. Tout à fait. Voilà. Et donc, je pense que dans mon enfance, en tout cas à l'école, je n'étais pas très brillant, j'étais quand même assez moyen. Mais tout ce qui était bricole, créativité, tout ça, c'était moi. Donc, tu fais tout ton primaire et ton collège au 220? J'ai fait mon primaire au début au 220. C'est après que je suis allé à Dabou, chez un oncle. Ça, c'était à quelle période? C'était au collège ou au lycée? En 6e, je crois. Donc au collège, oui. Oui, au collège. C'était en 6e que je suis allé chez un petit frère de mon père, parce que mon père, qui entre-temps était comptable, à un moment donné, ça a commencé à être difficile chez le vieux, et donc il nous a envoyés chez ses frères. Donc après le CP. Chez ses frères, d'autres chez ses soeurs et autres. Et donc moi, j'étais à Dabou chez l'un de ses frères, où j'ai fait jusqu'en 3e, on va dire. Et après, c'est de là-bas que je suis revenu au 220 encore. D'accord. En 90. Alors après ta 3e, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu savais déjà ce que tu voulais faire non, pas à du cette tout. époque? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est vrai que ma mère, entre-temps, elle était dans la mode, elle était dans la couture. Moi, ce n'est pas la mode de maintenant, elle cousait à la maison. Mais non, je ne me voyais pas, vraiment, je ne me voyais pas dans la mode. Et donc, tu es quand même né dans ce milieu? Oui, je suis né dedans, parce que ma mère, en tout cas, on a grandi dedans. On a grandi dedans. Et chaque fois, je la voyais bricoler, faire ses petits bricoles. Et bon, mais à aucun moment, tu n'as pensé? À aucun moment. C'est terrible. À aucun moment. Et même les fois où j'ai essayé même de jouer avec ces morceaux, non, elle m'a toujours chassé, parce que pour elle, elle ne voyait pas. Parce que ma mère, je suis son premier fils, son premier garçon. Et donc pour elle, je devais être l'enfant idéal. C'était pas un métier pour un garçon. Non, c'était pas un métier pour un homme, surtout. Tout à fait. Elle m'appelait le père Roger. Et non, elle ne me voyait pas là-dedans. Non. Ça, non. Alors donc après ta 3e, tu reviens au 220 et qu'est-ce que tu fais? Et à tomber dans l'année blanche.
Ah, oui. Voilà, donc on a fait une année où on n'est pas allé à l'école. Et comme le vieux aussi, c'était un peu compliqué chez le vieux, il fallait qu'on aille reprendre chez un autre oncle qui était à Bangourou. Et là, je pense que c'est là que tout a commencé à chambouler. On ne savait pas trop quoi faire, si on devait attendre le cours, qu'est-ce qu'on devait faire. Mon père voulait que je fasse l'électronique, ma maman ne voulait pas. Et bon, comme à côté de chez nous, il y avait une dame qui avait un très grand atelier de couture en ce temps, Tagali, à qui je fais un coucou déjà, Madame Fofana, qui est au ministère de l'artisanat, qui est ma mère, hein, parce que c'est elle, en tout cas, qui m'a beaucoup encouragé. Et donc, elle n'était pas loin de chez nous. Elle avait un couturier qui connaissait bien ma grande soeur, qui venait chaque fois à la maison, et qui voyait la vieille travailler. Et un jour, il me dit, mais ton petit frère là, dis-lui de venir, il va venir passer le temps avec moi comme il ne fait rien. Donc je vais, puisque quand je vais, de temps en temps, il me donne soit 500 francs, je vais au cinéma, parce qu'en ce moment, on allait beaucoup au cinéma. Oui, il y avait juste le cinéma Liberté oui, à cinéma côté. Liberté, tout à fait. Et donc je vais, quand il me donne 500, je disparais. Je reviens peut-être 2-3 jours après. Et une fois, un jour, je m'amuse à bricoler une jupe. Et je fais une jupe droite, une jupe simple droite, une jupe noire. Et Madame Fofana... Sans avoir appris quoi que ce soit, juste en regardant un peu de temps en temps. C'est-à-dire que, bon, c'est rien de chez rien. Je n'avais pas appris, parce que peut-être que je suis venu là, peut-être ça faisait peut-être à peine un mois ou deux. Oui. Et je fais la jupe, mec, il me dit, waouh, c'est toi qui as fait ça? Elle appelle les filles, les apprentis qui étaient là, mais regardez le jeune, regardez ce qu'il a fait. Il n'a jamais appris quoi que ce soit, regardez ce qu'il fait. Elle m'a tellement félicité que quand je suis rentré à la maison, bon, ça fait un tic dans ma tête. Et j'explique à ma maman, j'explique à ma grande soeur. Elle dit, mais tu sais que tu es fort, tu es un créatif, tu peux. Mais bon, on est resté là. Ouais, alors on peut dire que la couture est un don pour toi. Ouais, ça, franchement, aujourd'hui, je crois que je peux le dire. Combien de temps tu restes aux côtés de cette dame à travailler comme ça, ici et là? J'ai fait quoi, 2-3 ans. Alors, 2-3 ans, tu savais déjà découper et coudre, pourtant tu décides de te faire former. Alors, pourquoi avoir fait ce choix et combien de temps dure ta formation? Alors, la formation, pour moi, j'ai toujours compris que c'est hyper important. Et j'ai décidé de me former parce que, aussi en pratiquant, tu sais plus ou moins, tu vois plus ou moins tes lacunes. Hein. C'est vrai que de loin, ceux qui te voient, ah, mais Roger, c'est vrai que tu fonctionnes maintenant, tu gagnes de l'argent, mais toi-même qui es dans le truc, quand tu es dans le truc, en fonctionnant, tu sais plus ou moins tes lacunes que tu as. Donc, j'ai toujours eu cette envie de me former là. Et jusqu'aujourd'hui, je me forme. Hein. Jusqu'aujourd'hui, je me forme. C'est ça, on ne finit jamais d'apprendre finalement. On ne finit pas, c'est clair. Alors, après ta formation, qu'est-ce que tu décides de faire? Après ma formation à Tagali, je décide de partir à Boaké. Pour pas grand-chose, hein, parce que j'avais envie de changer d'air. Oui, tout à fait. Et donc, j'arrive à Boaké. Et peut-être que c'était un nouveau défi aussi pour toi. Oui, tout à fait. C'était aussi ça parce que là-bas, en tout cas, tout était à refaire. C'est vrai que le truc fonctionnait, mais tout était à refaire parce que ce que nous on faisait à Abidjan, le gars ne faisait pas ça à Boaké. Alors, donc ici, c'était une autre vision, quoi. Et donc, j'arrive à Boaké. Alors, Roger, on ne va pas tout leur expliquer, tout leur dire. Je te propose de revenir sur ton parcours juste après une courte page de publicité. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine? Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de Roger Bango, styliste qui a cru en son talent et qui aujourd'hui est une fierté pour la mode africaine. Alors Roger, comment se passe la suite de ton histoire? Alors là, le gars il me met la pression depuis 6-7 mois et j'accepte son offre et je débarque à Boaké. Alors Boaké, il y avait tout à refaire, hein, il y avait tout à refaire. C'est vrai que c'était un atelier aussi qui fonctionnait. Et en tout cas, c'était très grand, c'était vraiment une très grande entreprise. Mais nous, on venait avec notre façon de faire et tout. Donc, peut-être différente des Oui, autres. non, c'était différent parce que quand même, nous, on avait l'esprit un peu jeune, on venait d'Abidjan, on était... Ouais. Voilà. Et comme nous aussi, on avait quand même du goût, on avait cet esprit jeune-là. Donc, en plus de la créativité qu'ils avaient là-bas, on a mis cet esprit jeune-là. Et en tout cas, dès qu'on est arrivé, les choses ont décollé. Ça fait un boom. J'étais obligé de venir prendre encore des amis ici. Et en tout cas, à Boaké, on a fait un tabac. Et tu es resté à Boaké combien de temps? On a quitté Boaké en 99. Hein. J'ai fait quoi? 5 ans? 4-5 ans à peu près. 4-5 ans. Mais à Boaké, c'était, on était loin de nos parents.
On était loin de nos parents, donc tout ce qu'on avait comme, tout notre salaire, c'était des choses à n'en point fini. C'est-à-dire on avait aucune ambition, rien du tout. Parce que pour nous-mêmes... C'était travailler pour gagner de l'argent. Travailler pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu en fais après? Parce que c'était quoi? On était quoi, une dizaine de jeunes. Hein. On était très jeunes, 20, 25 ans. Ça fait un sacré groupe. Donc oui, ça fait un sacré groupe. On nous appelait les Wenge. Eh ben. On nous appelait les Wenge. Et c'était, en tout cas, Boaké, c'était une expérience. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une très bonne ambiance, mais seulement que, comme je dis, il n'y avait personne pour nous suivre, pour nous coacher, pour nous conseiller. Donc tout ce qu'on avait comme revenu, ça rentrait toujours dans n'importe quoi. C'est des shows à n'en point fini, ça allait au cinéma chaque jour, et rien du tout. On a fait quoi, près de 5 ans dans ce train-train-là. Et à un moment donné, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et tu vois que tu as fait 4 ans, un passage à vide. C'est vrai que en termes d'expérience, on a fait beaucoup de choses quand même. Alors qu'est-ce que Boaké t'aura apporté? En fait, l'atelier du monsieur, il y avait une école de formation. Donc, on donnait des cours là-bas et en même temps, nous, on se formait parce qu'ici, par exemple, il n'y avait pas fait le croquis, le dessin de mode. Mais là-bas, j'ai pu le faire parce que j'ai un ami qui le faisait, Kanaté, à qui je fais un coucou, avec qui je faisais. Donc, j'ai appris aussi. En tout cas, moi, je passais tout mon temps à me former. Donc, à Boaké, je me suis formé. Mais en même temps, j'étais le responsable de tout ce qui était design, broderie et création. Le monsieur nous a fait confiance, en tout cas nous a fait confiance et on a manqué de rien. Donc à un moment, tu as senti que tu avais vite fait le tour. Pourquoi tu as voulu revenir donc à Abidjan? Bon, enfin, à un moment donné, je m'ennuie vite. Voilà, bon, surtout quand tu as fait le tour et que tu as voilà, tout appris. Et voilà, et c'est Boaké. Et puis, bon, après tu te demandes où est-ce que tu vas, le sens de ta vie, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas. À Boaké, je ne me voyais pas encore en train de m'installer à Boaké. Et ça a été quoi le déclic pour que tu quittes Boaké? Ce qui m'a fait quitter Boaké, entre-temps, ma maman, c'était la maman qui me mettait la pression parce qu'elle voulait que je revienne près d'elle. Maman, comme d'habitude, en tout cas, elle a toujours été dans ma vie. Un père, son âme. Elle voulait tout pour que je revienne à Abidjan, que je revienne m'installer. Et ma grande soeur, c'était là, ma grande soeur aussi, voulait que je vienne m'installer à Abidjan parce qu'avec tout le talent que j'avais là, qu'est-ce que tu fous là-bas? Bon, viens t'installer, viens t'installer. Avec quel moyen donc tu décides d'ouvrir ton atelier? Ouais, c'est là, c'est ça. C'est là le vrai problème. C'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire même commence. Parce que, comme je disais, ma grande soeur était mon seul soutien. Et le passage qu'on a fait à Boaké dans la jeunesse, là, dans la fougue, là, on n'a rien réalisé du tout. Alors qu'est-ce que tu fais? Donc là, je décide d'aller travailler encore chez quelqu'un d'autre. Bien sûr, voilà. Le temps de pouvoir économiser. Parce que là, maintenant, là, ça devient tremblant. Parce que là, tu as une vision. Voilà, et je décide d'aller bosser chez une dame qui n'était pas loin de chez nous. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 2 mois. Mais ça ne tenait plus, en fait. C'était plus toi? Non, c'était plus moi. C'était plus moi parce que là où je suis passé, cette époque d'apprendre et de travailler pour les autres, non, c'était passé. C'était passé. Il fallait que toi-même Oui, il fallait que je me lance, mais comment? Puisque j'étais sans sous, j'étais sans soutien, comment? Et donc, j'ai fait 2 mois. Et un jour, j'ai arrêté. J'ai décidé de trouver une machine, de faire une location et de bosser à la maison. Oui, en attendant. Oui, en attendant. Et c'est ce que j'ai fait à la Trècheville. Ils m'ont dit qu'il y a des messieurs qui font des locations de machines là-bas, qui peuvent me donner leur machine peut-être à 30 000 et puis chaque mois, j'ai dit, mais ça encore, c'est gérable. Donc je vais à Trècheville, je cherche les machines, je trouve les machines. Le monsieur me dit, il peut me donner la machine, mais il ne peut pas me donner une machine pour... Et lui, il est à Trècheville, une machine qui va venir jusqu'au 220 ou bien aux 2 plateaux. Non, ce n'est pas possible. Que si tu n'es pas à Trècheville, lui, il ne peut rien faire pour toi. Donc là encore, je tourne. Je n'ai pas eu cette machine-là pendant près d'1 mois. Et donc là, je décide de faire... il y a un ami qui faisait la vente de véhicules. Il décide de faire la vente de véhicules avec lui. Donc je le vois, puisque j'avais déjà plus ou moins des connaissances au quartier. Donc il avait une voiture, on essaie de vendre la voiture, on arrive à vendre la voiture. Il dit, bon, ok, accompagne-moi à Lomé, on va commencer le business. Donc on commence le business. on commence le business. Entre-temps, je sais que j'ai quand même la couture qui me manque parce que c'est quelque chose que j'ai exercé depuis peut-être 4-5 ans. Voilà, et donc ça me manquait. Mais je suis parti avec Mao à Lomé, on a fait peut-être 2-3 voyages, on a acheté la voiture, on est venu, on a vendu. Mais après, vu que ça n'allait pas. Donc il a dit, Yo, c'est vrai que l'argent, on arrive à vendre des véhicules, mais il faut que je retourne dans le métier que j'ai appris. Et ça, tu es resté pendant combien de temps comme ça? Peut-être 1 an. Ok. Peut-être un an. Donc je suis rentré à Abidjan.
il y a un ami que j'ai appelé, m'a dit qu'il connaît quelqu'un à Bobo qui avait acheté une machine. Il voulait faire une entreprise, mais que ça n'a pas marché, qu'il peut m'accompagner pour qu'on aille le voir s'il veut, il pourra me louer la machine. Je dis ok, sans souci, on va le voir. À Bobo, on adore. Je me rappelle de ce carrefour-là. Et donc on arrive, on explique au monsieur qu'on veut prendre la machine, mais là, on n'a pas assez de moyens, que s'il vous plaît, donnez-nous, vous payez peut-être 2 mois de location. Que de toute façon, la machine est là, ça vous revient. Le monsieur dit que lui, il a fait le tout, ça va marcher, mais il a donné une partie à son beau. Mais que la machine c'est une machine de broderie et de couture. Que je pourrais prendre la machine. Mais que, ok, il me donne la location à 30 000. Donc, je dis ok. Donc, quand il accepte, je viens, je vois le beau en question, je lui dis, ton beau m'a donné la location de la machine. Mais je vais rester, comme actuellement, je n'ai pas de local, je reste ici. Et puis après, quand je finis de payer la machine, là, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, tout ça. Et on cause chic, cool. Je commence à bosser. Il a fait quoi? Peut-être 2 semaines. Tous les clients du monsieur n'allaient plus l'avoir chez moi. Alors que moi, je n'exposais pas. Oui, oui. Moi, ce n'était pas ma vitrine. Moi, j'étais un squatteur. Oui, non, j'étais un squatteur. J'étais à l'intérieur. Mais je travaillais juste là. Et comme les clients, comme ils entrent, ils regardent, et ils ont commencé à ne plus parler au monsieur. Et donc là, il fait un mois, il m'appelle, il me fait appeler par le propriétaire, il me dit que en tout cas, mon beau m'a dit que vraiment, ça ne va pas avec toi, que débrouille-toi, il faut que tu partes de là. En ce moment, ça fait peut-être 2 mois. Il faut que tu partes de là. En ce moment, tu n'as même pas amorti même la non, pas du tout, pas du tout. Il a fait peut-être 2 mois de location et la machine faisait 800 000 à peu près. La machine faisait 800 000. Mais 800 000 en 99, c'était énorme. C'était beaucoup, oui, bien sûr. Donc le monsieur me dit non, de laisser tomber. En tout cas, d'aller chercher les 800 000. Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être d'envoyer 700 000, comme il a déjà payé 2 mois et vraiment, il sent que ce jeune ne veut pas me faire de tort de voir. Peut-être il y a un marché peut-être d'Abobo au 220. Mais c'est pas possible. Parce que là, j'avais commencé à fonctionner et puis les gens quand même ont commencé à réagir. Bien, voilà. Non, ça se passait bien. Parce que je connaissais déjà plus ou moins le circuit. Donc il suffit juste de... Donc j'appelle mon gars. Yo, là, il faut que tu me trouves au moins 500 000. Et que il faut que je me trouve ça. Parce que là, non, je ne peux plus là. Il faut que tu me trouves ça. Là, tu envisageais de prendre carrément un petit local. Oui, non. Déjà, le premier truc, c'est de venir prendre la machine même. Oui, oui, exactement. Puisque j'étais encore là-bas parce que la machine, je n'avais pas fini de la payer. De la solder. Donc, j'étais là. Donc, j'appelle Mao, il me dit non, que bon, viens, on va voir. Que là, j'ai une voiture qui doit être vendue ces 2 jours-là. Et donc, je pars avec un ami qui était là aussi, avec qui, au quartier. Il dit, accompagne-moi, il va à Saint-Pédro. De toute façon, je vais avec lui. Et on a fait peut-être 1 semaine. Mon ami a réussi à vendre la voiture, il m'a donné l'argent. Je dépose dans la chambre. Peut-être j'allais partir peut-être le lendemain. Il a déposé l'argent peut-être à midi. Vers 15 h, on vient nous cambrioler. Quoi? On vient nous cambrioler. Et qui me cambriole? L'ami en question, celui avec qui je suis à Abidjan là, il cambriole, il casse la chambre, il prend l'argent et il disparaît. C'est pas possible. Donc là, je reviens à Abidjan. J'ai pas eu, non seulement j'ai pas eu l'argent, j'ai pas pu prendre la machine. Entre-temps, le gars commence à me menacer. Si tu veux pas, dis-moi, je vais brader la machine. Et donc là, j'ai dit non, mais là, non, je fais quoi là? Et donc, je me suis remis encore avec un ami qui avait un atelier, genre, j'appelle les gens, je lui explique, voilà ce qui m'arrive, que en tout cas, je ne vais pas perdre cette machine-là. Il me dit, ok, que je vais voir, pour qu'on en discute. Donc, je lui ai dit que, comme de toute façon, tu es le local, si tu peux, donne-moi une partie de l'argent, je vais compléter puis prendre la machine. Et donc, c'est comme ça, Jean, il m'a donné quoi 400 000. J'ai complété, il allé prendre la machine. Et on a décidé de faire une entreprise commune, nous 3. Donc là commence ton association. Voilà, c'est là que a commencé mon association avec Jean et puis Solo. Et c'est là qu'on a créé l'entreprise au Dokui. Voilà. Et on appelait, c'était quoi, JBS, nos prénoms, nos initiales. On a fonctionné comme ça depuis un bon moment quand même. Mais alors à ce moment-là, comment vous arrivez à faire face à vos charges, à satisfaire vos clients en même temps? Ouais. Bon, enfin, moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que les choses ont commencé à bouger parce que moi, bon, enfin, il y a tout le talent que j'ai. Donc, c'est toujours un plus. Eux, ils fonctionnaient là depuis peut-être près d'1 an. Quand moi je suis arrivé, les choses ont commencé à décoller. Donc, je les appelle, je leur dis, pour faire simple, je crois que fixons-nous des salaires
le mois fini, chacun, on se prend les salaires et puis le reste, on voit comment on gère l'entreprise. Au moins, on pourra, si c'est des amortissements, on doit faire, si c'est on doit réinvestir, au moins c'est clair. Et les gens me disent, OK, ils vont réfléchir. Donc, on reste dans l'anarchie là peut-être 2-3 mois encore. C'est-à-dire que le soir, quand l'argent rentre, on partage et puis s'il n'y a aucune visibilité, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de rien du tout. Mais est-ce que tu te souviens au moins de ton premier client? Oui. Est-ce qu'il était satisfait? Oui, c'est lui qui vient de partir tout de suite là même. Ah bon? Oui, c'est Mauro. Ah d'accord. C'était mon premier client au Docui. Alors, comment se passe la collaboration aussi avec tes amis? Parce que c'est pas évident quand Non, on non, est seul. c'est clair, Et après, clair. quand on se met avec deux Non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai que avant, on s'entendait bien, mais quand on a commencé à fonctionner ensemble, à vivre ensemble, il y a eu beaucoup de malentendus, surtout sur la gestion. Voilà. Alors, parle-nous un peu justement de toutes ces difficultés que tu as rencontrées avec eux. Comme je dis, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que je conseille ça souvent même aux jeunes qui n'ont pas assez de moyens d'essayer de se mettre ensemble pour travailler. Mais je pense que c'est tout part de la base. Pas de la base. Et moi, j'aime toujours ce qui est simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes deux, je pense que vous devez en tout cas aller sur des bases très saines, écrites clairement, de sorte que chacun ne vienne pas après dire ce qui n'a pas été dit, voilà, dire autre chose. Et donc, c'est ce qui a été un peu caché en nous, parce que il y en a qui veulent, par exemple, qu'on investisse, par exemple, dans des machines, d'autres veulent qu'on investisse dans le local, d'autres veulent qu'on se partage en même temps ce qu'on gagne. Et donc, il y a eu beaucoup de frictions. Beaucoup de frictions, ouais. Et ça, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, je pense que, bon, ils vont comprendre. Mais c'était surtout sur la gestion. Surtout sur la gestion. Parce que c'est une entreprise qui estime que ce n'est pas le bien de... C'est vrai que c'est à nous, mais ce n'est pas notre poche personnelle. Donc, il y a une gestion qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir pérenniser les choses. Et c'est sur ça qu'on ne s'est pas entendu. Donc, à un moment donné, voilà, à un moment donné, on a décidé de se séparer. Donc, moi, j'ai décidé de m'installer seul. Il y a Jean qui a décidé, lui, il a voulu aller à l'aventure, il allait en Afrique du Sud, et Solo, lui, il est allé aux États-Unis. Et jusqu'à présent, bon, ils sont toujours aux États-Unis. Ils viennent. Mais au départ, tu n'as pas eu peur de prendre ces décisions? Tu n'as pas eu peur d'échouer? Non, si, bien sûr. Non, bien sûr. Ce qui faisait peur au départ, c'est les charges. Voilà, parce qu'avant, c'était mutualisé. Avant, c'est-à-dire qu'on se partageait les charges. Voilà. Mais c'est-à-dire s'installer, c'est les charges qui me faisaient un peu peur. Voilà, de comment est-ce qu'il y a géré toutes ces charges-là. Est-ce que tu auras des clients chaque jour que Dieu fait pour pouvoir, en tout cas, faire face à ses besoins, faire face à ces charges-là. Et ça a été vraiment une période d'insomnie grave parce que tu ne dors pas parce que demain n'est pas gagné, quoi. Tu es toujours incertain, tu es toujours dans une précarité qui fait que tu ne dors jamais. Même quand aujourd'hui même tu as vendu des millions, tu ne sais pas combien de temps encore tu vas vendre. Donc, ce fardeau-là m'a quand même fatigué assez longtemps après. C'est à un moment donné, j'ai commencé à m'y faire et comprendre que de toute façon, que tu le veuilles ou non, la vie est faite ainsi qu'il y a toujours des hauts et des bas. Exactement. Voilà. Et donc, pour vous dire même que j'étais même pas sûr même que ça allait fonctionner, je suis retourné au 220. Alors que mes clients étaient au Docui. Alors, mais tellement cette peur-là me hantait, je pouvais être auprès de mes parents, au moins là-bas, voilà. Dans ton milieu déjà. Oui. Donc, j'ai fait l'erreur d'aller m'installer au 220. Alors que là-bas, je n'ai pas de clients. C'est vrai, il y a des amis là-bas, mais je n'ai pas de clients. Les clients sont au Docui, ils sont en engrais. Ça allait faire un peu voilà. pour eux. Pour que vous compreniez cette peur-là. Voilà, de se lancer, de se jeter. Voilà, c'est pas toujours donné. Malheureusement, Roger, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission qui t'est consacrée. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. C'est pour ça que je suis revenu justement au village, parce que pour moi, le 220, c'est un peu comme un village pour moi. Donc c'est toute cette peur, cette incertitude-là qui a fait que je suis revenu là. Sinon, je serais resté au Docui, puisque mes clients étaient plus au Docui, engrais et autres. Quand on est chef d'entreprise, c'est vrai qu'on peut être couturier. Être couturier ne veut pas forcément dire chef d'entreprise. Voilà. Et quand on est chef d'entreprise, c'est toute autre chose, c'est toute une autre façon de penser, c'est toute une autre façon de gérer. Tu as de l'argent sur toi, mais tu dois toujours savoir que ça ne t'appartient pas parce que c'est l'argent de l'entreprise. Tu ne veux pas dépenser comme avant ou tu es salarié. Et là, en tout cas, ça a changé ma mentalité parce que cette peur-là faisait que j'étais très prudent sur tout. Là où je pouvais même prendre un taxi pour aller à Trècheville, je vais peut-être prendre un Warren
ou je vais peut-être prendre un baka. Oui, non, je faisais attention à tout. Je faisais attention à tout. Et là, mais tous mes gars se moquaient de moi. Mais Joe, tu fais quoi comme ça, en train de marcher chaque jour, tu transmis là. Salut à tous et bienvenue. On reprend parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je m'arrête en fait. Donc du coup, on reprend. Voilà, vous êtes sûr. C'est la fin de la journée. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Leitmotiv. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Merci.